Parfait. Je vois les thumbs up. Donc, j'imagine que les gens m'entendent. Donc, je vais juste attendre. Je vois que la liste des participants est encore en train de grimper. Donc, je vais m'assurer que tout le monde est en mesure de rejoindre. Et bien entendu, pour ceux qui rejoignent, veuillez savoir que cette séance sera offerte en anglais et en français simultanément. So if you're joining now and you're looking for the English session, please go back to the lobby and click on the English session link. Donc, si vous avez rejoint et vous cherchez la session anglophone, veuillez cliquer sur le lien pour cette dernière dans le lobby. Et alors que les gens sont en train de rejoindre, je voudrais également commencer en soulignant que je suis ici moi-même à Saskatoon, sur le territoire traditionnel non cédé, désigné par le traité 6, le territoire traditionnel du peuple Cri, et la terre natale de la nation Métis. Si vous êtes dans la région de la capitale nationale, vous êtes dans les territoires non cédés du peuple algonquin. Et bien entendu, je vous encourage toutes et tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez. Merci de continuer à nous rejoindre. Donc, le camp de carrière est la plus grande conférence du gouvernement du Canada, dont l'unique but est de vous soutenir dans le cheminement de votre carrière. Donc, au fur et à mesure que nous progressons dans la séance d'aujourd'hui, veuillez partager les questions en utilisant le bouton questions et réponses dans la langue officielle de votre choix. On s'assurera de vous répondre. Euh, vous pouvez, vous pourrez voter pour les questions que vous voulez poser en cliquant sur le bouton pouce en l'air, thumbs up si on veut. Et ça fonctionnera ainsi. Et comme toutes les séances du RJFF, donc du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, celle-ci sera enregistrée afin que vous puissiez consulter les enregistrements et les enseignements plus tard. Et ainsi que vous pouvez le voir sur l'écran, les microphones et les caméras des participants sont désactivés. Vous allez pouvoir utiliser la fonction QR pour poser des questions. Cette séance se déroulera en français, donc encore une fois, if you're looking for the English session, please go back to the lobby and select that one. Et bien entendu, cette session est enregistrée. En plus des enregistrements sur notre chaîne YouTube, nous proposons cette année une autre façon d'apprendre, donc une série de balados de séances de carrière. Donc, vous pourrez trouver ça sur Spotify ainsi que sur Apple Podcast. Et nous aimerions également souligner que les présentations PowerPoint de chaque séance sont disponibles sur notre page Wiki et que vous pourrez les suivre à votre rythme afin d'améliorer votre expérience d'apprentissage. Donc, sans plus tarder, je vais m'introduire. Donc, Gabriel, si tu veux aller à la diapositive qui me présente, merci beaucoup. Donc, je m'appelle Simon. J'ai commencé ma carrière dans le secteur privé. Donc, j'ai fait des rôles bien différents, que ce soit la conduite d'équipement lourd ou travailler dans le côté du marketing en ligne et des affaires digitales. J'ai rejoint Immigration Canada durant la pandémie. Donc, c'est le cas de bien des jeunes fonctionnaires fédéraux. Et j'ai eu la chance de travailler dans le secteur opérationnel, ainsi que sur plusieurs volets, incluant les résidents temporaires, les demandes d'asile, ainsi de suite. Et maintenant, je travaille du côté de l'évaluation des risques. Donc, je suis un superviseur d'équipe maintenant. J'adore vraiment collaborer avec mes collègues et dans cet esprit, je suis modérateur aujourd'hui afin de présenter plusieurs experts. Donc, vous avez la chance aujourd'hui d'avoir trois experts qui vont présenter et qui ont vraiment à cœur, si on veut, l'enseignement, le coaching et le support et le développement de talent pour les jeunes fonctionnaires fédéraux. Donc, la première est Karine Montigny. Donc, Karine Montigny, qui est gestionnaire au Centre d'expertise en recrutement autochtone à la Commission de la fonction publique du Canada. Karine est passionnée de diverses initiatives, incluant la neurodiversité, la sécurité psychologique, le développement des talents et la justice sociale. Ses valeurs façonnent son leadership et alimentent son engagement à bâtir des milieux de travail non seulement inclusifs, mais profondément humains. Nous avons également Anselme Soga. Anselme Soga est en vacances présentement, mais il a dit qu'il allait essayer de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, Anselme est gestionnaire du Centre d'expertise en classification des cadres d'affaires mondial Canada. C'est un conférencier et coach en développement de carrière. Il a bien des qualifications, comme vous pouvez le voir ici. Et il poursuit également les études supérieures en relations industrielles à l'Université du Québec en Outaouais. Donc, Anselme a clairement une heure bien chargée. Il est en vacances présentement, mais
Il a dit qu'il essaierait de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, s'il a la chance de nous rejoindre, il va nous rejoindre. Et sinon, les sujets que Anselme allait couvrir vont être couverts par Karine, qui a de l'expertise bien approfondie dans les mêmes sujets. Nous avons également aujourd'hui Nathalie Thériault. Donc, Nathalie Thériault est gestionnaire du service de gestion de carrière à Service public et approvisionnement Canada. Elle œuvre dans le domaine des ressources humaines, donc excellent sujet pour aujourd'hui. Depuis plus de 18 ans au sein de la fonction publique fédérale. Elle est titulaire d'un baccalauréat en éducation et d'une maîtrise en orientation de l'Université de Moncton. Elle complète également actuellement une certification en coaching dans le but d'offrir un accompagnement encore plus personnalisé et efficace aux personnes qu'elle soutient. Nathalie est coprésidente de la communauté de pratique en gestion de la carrière de la fonction publique. Avant de commencer, il y a deux petites affaires. On va parler des objectifs, mais également, j'aimerais poser quelques questions de sondage rapide avant qu'on commence. Donc, ce n'est pas un test, ce n'est pas obligatoire. Je voudrais savoir, premièrement, quelle plateforme avez-vous utilisée pour rechercher des emplois? Donc, vous pouvez maintenant répondre. Et si vous avez des questions ou s'il y a quoi que ce soit comme problème, vous pouvez nous laisser savoir également. Et Marie-Pierre, si tu veux me laisser savoir lorsque les gens auront répondu en nombre suffisant, je pourrais passer à la prochaine question. Donc, Marie-Pierre, est-ce qu'il semble qu'on a reçu suffisamment de réponses à cette question-ci? Oui, je crois que les gens sont capables de répondre aux trois questions en même temps parce que je vois Oh, les ben réponses génial! aux trois. Ouais, Eh c'est bien, dans ça. ce cas-là, je vais le mentionner. Donc, c'est ça, les autres questions. Donc, quel type de mesure de dotation personnelle vous a permis d'obtenir votre poste actuel? Et la dernière question, quand commencez-vous à chercher votre prochain poste? Donc, Marie-Pierre, une fois que les gens auront répondu, tu pourras partager les résultats du sondage. Donc, on peut voir ici, c'est vraiment en grande partie 85% des personnes qui ont voté. On a quand même beaucoup de votes également, 169 votes. Euh, les gens en général ont trouvé les emplois sur le site web d'emploi du gouvernement du Canada. Donc, autant on sait tous que ça peut prendre beaucoup de temps à répondre aux questions-là et mettre nos applications, on peut voir qu'il y a un nombre considérable, une proportion considérable des personnes qui ont trouvé leur emploi là. Et en deuxième position, ça serait LinkedIn. Donc, autant des fois, on ne pense pas que LinkedIn aide avec le service public, la fonction publique. On peut voir que ça a quand même servi à plusieurs personnes sur cet appel. Donc, sans plus tarder, je vais présenter les objectifs d'apprentissage. Donc, on a quatre objectifs pour la présentation d'aujourd'hui. Le premier, identifier les plateformes et les outils clés pour découvrir les offres d'emploi au sein du gouvernement du Canada. Je crois que notre sondage nous a peut-être donné un petit indice là-dessus. Deuxièmement, on a comprendre les processus de dotation et la terminologie utilisée dans les différents ministères. Troisièmement, on a exploré les stratégies de transfert et de mobilité interministérielle. Et finalement, on a appliqué des conseils et astuces pour améliorer l'efficacité de la recherche d'emploi au sein de la fonction publique fédérale. Donc, sans plus tarder, afin de vous aider avec tout ça, je vais donner la parole à Karine, si tu es disponible, Karine. Bonjour tout le monde. Mon nom est Karine. Ça fait près de 20 ans, presque 20 ans que je suis à la fonction publique fédérale dans une variété de domaines de ressources humaines. Donc, les conseils que je partagerai avec vous aujourd'hui s'appuient sur cette expérience-là que je possède. Donc, dans les prochaines minutes, je vais aborder avec vous les bases de l'embauche au sein du gouvernement du Canada. On va aussi parler des différents types de statuts d'emploi. Et ben, je me lance. Donc, dans la fonction publique fédérale, il y a quelques principes clés qui guident la dotation, dont l'équité, la transparence, le mérite. Ces principes-là existent pour garantir un accès juste et équitable aux occasions d'emploi, mais
vous devez savoir que ça encadre aussi de façon très serrée le travail des gestionnaires d'embauche et aussi les spécialistes de ressources humaines qui leur appuient. Donc, il y a vraiment un ensemble de règles, de pratiques, de lois d'interprétation. Donc, vous devez savoir que les gestionnaires ont de la latitude, mais dans un certain cadre. Donc, ce que je trouve important, c'est que comprendre les règles qui guident la dotation, c'est pas nécessairement un détail administratif, mais c'est vraiment un levier de carrière pour vous. Quand on connaît le système ou qu'on en apprend à le connaître, ça peut prendre du temps des fois, on peut mieux se positionner, on peut raconter son histoire de façon stratégique et ultimement faire avancer sa carrière. Puis pour naviguer efficacement dans cet environnement structuré qu'est la fonction publique fédérale, c'est essentiel pour moi de se fixer des objectifs de carrière clairs et intentionnels. Donc, je mets beaucoup l'accent là-dessus aujourd'hui dans les prochaines minutes. Je trouve vraiment que c'est un levier crucial dans votre orientation de carrière. Des objectifs qui s'appuient sur vos valeurs personnelles, vos forces, les compétences que vous souhaitez développer, hein, parce qu'on a des angles morts tous et ce qui compte le plus pour votre bien-être. Cette réflexion-là peut vous aider à faire des choix éclairés, à dire oui aux bonnes occasions et aussi à dire non à celles qui ne se rapprochent pas de ce que vous cherchez et souhaitez réellement. Alors, avoir une bonne connaissance du système, ça vous donne une autonomie qui est précieuse. Un conseil clé qui, je trouve très important, c'est de savoir reconnaître les mentors informels. Il y a beaucoup de programmes de mentorat qui existent avec des relations structurées, mais vous avez aussi accès à plusieurs mentors informels. C'est pas toujours vos gestionnaires, c'est souvent aussi des clients, des partenaires, des collègues qui vous donnent la rétroaction, qui vous exposent à des nouveaux dossiers, qui vous montrent comment naviguer dans l'organisation. Accueillez leurs apprentissages parce que ça peut être vraiment riche et accélérer aussi votre développement, presque autant, ou sinon de façon égale à la formation structurée et formelle. Aujourd'hui, je pense qu'on a peut-être aussi dans notre groupe de participants des étudiants ou des gens qui ne sont pas encore dans un statut d'employé, donc certains conseils sont pour vous. Si vous êtes étudiant, j'ai commencé à la fonction publique fédérale comme étudiante moi-même et vous allez constater en parlant des gens que la plupart d'entre nous sont entrés comme étudiants aussi, un grand nombre en tout cas. Donc, on le sait, c'est la voie d'accès, une période d'apprentissage qui est vraiment riche et essentielle. Donc, votre mission à vous, elle est simple, c'est de apprendre et bâtir votre crédibilité. Puis sachez que votre rendement au quotidien, ça s'applique à tout le monde aussi, mais votre curiosité, votre fiabilité, votre attitude générale, ça contribue déjà à façonner votre réputation. Chaque défi qui se présente à vous devient une occasion d'apprentissage et souvent, comme je mentionnais tout à l'heure, une porte vers des possibilités futures. Pour les employés qui sont déjà en poste et déjà familiers avec la famille fédérale, pensez à des occasions qui sont pour avancer votre carrière qui ne sont pas nécessairement des promotions. Il y a des mouvements latéraux, des affectations temporaires, des projets spéciaux, des dossiers complexes. Ces activités-là, ces occasions-là développent vos compétences, élargissent votre réseau parce que c'est aussi un atout, un outil que de réseauter, de faire des nouvelles connaissances. Ça vous rend visible, ça vous prépare à votre prochain défi. Et puis votre rendement au quotidien bâtit votre crédibilité. Cette crédibilité-là peut vous ouvrir des portes. Ça m'est arrivé aussi à plusieurs moments dans ma carrière. Chaque projet, défi, apprentissage, ça devient une histoire que vous allez pouvoir raconter quand vous allez être évalué à une entrevue ou être soumis à une autre forme d'évaluation si vous participez sur un processus de sélection ou que vous envisagiez de poursuivre des opportunités d'emploi. C'est de cette façon-là aussi que vous allez pouvoir prendre le contrôle de votre carrière, comprendre le système, choisir vos expériences avec intention et raconter votre histoire avec clarté et authenticité. Dans les prochaines minutes, je vais parler de l'embauche externe et à la prochaine diapo, les différents statuts d'employés, comment vous pouvez vous servir
de ça. Donc, mes amis au réseau des fonctionnaires, si on peut aller à la prochaine diapo. Donc, le processus d'embauche externe qui correspond à votre première entrée dans la fonction publique fédérale. À ce stade-là, vous êtes considéré comme un candidat qui est externe au gouvernement du Canada. Donc ça va vous être utile pour savoir comment naviguer les opportunités d'emploi. Le processus de nomination externe signifie qu'il y a une ou plusieurs personnes qui sont considérées pour un poste, peu importe si elles ont déjà travaillé pour la fonction publique. Donc, si vous êtes déjà employé de la fonction publique, vous pouvez également postuler à des emplois ouverts à l'externe. Ça, c'est quelque chose que je prends la peine de souligner parce que il y a parfois un malentendu. Les fonctionnaires peuvent aussi se porter candidat à des processus qui sont ouverts à l'externe. Donc, il existe deux types de nominations, les deux premières que vous voyez à l'écran. La nomination qui est dite annoncée, c'est-à-dire qu'il y a un poste qui a été pourvu à partir d'un bassin de candidats, pardon, ou au terme d'un processus de sélection qui a été affiché avec une offre d'emploi, un processus normalement structuré d'évaluation. Ce qu'on appelle euh, dans le langage commun une compétition. Donc, si la nomination est faite en réponse à cette annonce d'emploi-là, on considère que c'est une nomination annoncée. La nomination non annoncée, elle, c'est quand il n'y a pas eu d'annonce ou quand il n'y a pas eu d'appel de candidature pour un poste donné. Ça pourrait être, par exemple, quelqu'un qui reçoit une promotion dans le cadre de son cheminement dans un programme de développement. Ça pourrait être aussi pour une variété de raisons, un besoin opérationnel, etc. Ensuite, dans le domaine des contrats à durée temporaire, il y a quelques options. Le contrat occasionnel, c'est un travailleur qui est embauché pour une période de 90 jours ouvrables par année civile dans un ministère ou un organisme fédéral. Cet emploi-là, il est temporaire, puis les personnes qui sont en contrat occasionnel sont pas assujettis à la loi sur l'emploi dans la fonction publique. Ça, c'est une technicalité, mais ça fait une différence. Sont pas considérés comme des employés du ministère ni de la fonction publique fédérale, donc devront postuler à des emplois ouverts à l'externe ou être traités comme candidats externes s'ils postulent. Pour les contrats étudiants, c'est des étudiants qui sont inscrits à l'école, aux études, qui travaillent au sein de l'administration centrale dans des programmes approuvés, comme le programme fédéral de stage d'expérience de travail étudiant, le programme de stage coopératif postsecondaire ou le programme d'affiliation à la recherche. Il y a certains organismes aussi qui sont pas au sein de l'administration publique centrale qui ont aussi des programmes étudiants. Donc, sachez que si vous êtes étudiant, parfois, sur les annonces d'emploi, le poste va être ouvert aux étudiants. Ça doit être spécifiquement annoncé. Donc, si vous êtes étudiant, continuez de garder l'œil là-dessus aussi parce qu'il y a des possibilités qui pourraient être ouvertes à vous lorsque vous allez être diplômé. Finalement, on veut vous parler du programme d'échange Canada. En anglais, on appelle Interchange Canada. Donc, c'est un programme d'échange avec un organisme qui est à l'extérieur de l'administration publique centrale ou du gouvernement du Canada. Et puis, l'objectif, c'est de transférer des connaissances, répondre à des besoins qui sont de l'organisation qui favorise le développement professionnel des participants et renforce aussi les réseaux, les liens entre le fédéral, la fonction publique et d'autres secteurs. Donc, ces opportunités d'emploi-là, des fois, sont affichées aussi. Il y a un portail Échange Canada. C'est un endroit qu'on peut consulter si on est à la recherche d'opportunités aussi. Une fois que vous êtes en poste comme employé, soit à durée déterminée ou indéterminée, vos options de mobilité s'élargissent considérablement. Donc, je vais passer à la prochaine diapo pour vous parler de certains mécanismes. Une nomination, c'est le processus qui est officiellement reconnu par lequel un poste est attribué à une personne
qui vise à assurer le respect des valeurs dont j'ai parlé au début de mon segment, qui vise à assurer l'équité et le respect du mérite. La mutation, c'est un transfert d'un poste à un autre qui ne change pas la durée de son emploi. Donc, si on a un contrat pour une durée déterminée, un terme, comme on appelle souvent, ça ne change pas la durée, mais vous devenez titulaire d'un poste différent au même groupe et niveau ou à un qui est équivalent. Il y a une formule pour calculer l'équivalence quand on change de groupe occupationnel. Donc, c'est pas non plus une promotion et comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est une excellente opportunité aussi d'aller élargir ses compétences. Un détachement, c'est un mouvement qui est latéral d'une durée temporaire entre deux organisations fédérales. Donc, moi, je pars de la Commission de la fonction publique et je m'en vais à Emploi social Développement Canada pour une durée d'un an. On appelle ça un détachement. Une affectation, c'est le même principe au sein de la même organisation. Donc, un déplacement temporaire au même groupe et niveau qui ne crée pas de promotion et qui fait en sorte que le titulaire du poste conserve ou demeure titulaire de son poste d'origine. Finalement, les micro-missions, c'est des opportunités généralement de très courte durée, allant de quelques semaines à mois. Et puis, souvent, on fait un appel à des volontaires. Ça permet de mettre en valeur vos compétences ou de les développer, de bâtir des réseaux, d'appuyer différents projets tout en demeurant dans son unité de travail et son poste principal. Certains d'entre vous connaissent peut-être le programme FedStarter, qui fait souvent des appels à des micro-missions pour des projets novateurs. Finalement, les autres options pour aller chercher une mobilité dans la fonction publique, qui peut varier selon vos besoins, c'est des options de congés. Il y a des congés d'études. Si vous voulez poursuivre des études, vous pouvez demander un congé sans solde pour le faire. La plupart d'entre vous, il faut toujours consulter sa convention collective. Dans des circonstances spéciales, il peut arriver qu'une allocation soit versée pour appuyer vos études, mais ça reste à la discrétion des gestionnaires et il y a probablement des niveaux là, spécifiques associés à ça au sein de chaque organisation. Ensuite, il y a d'autres congés qui sont prévus dans vos conventions collectives respectives. C'est vraiment très, très important d'avoir une bonne connaissance de sa convention collective. Donc, si vous êtes encore nouveau à la fonction publique ou pas nouveau, mais que vous ne l'avez jamais fait, je recommande vraiment de jeter un bon coup d'œil à sa convention collective pour être certain de connaître vraiment ses droits et ultimement aussi de contribuer à vous autonomiser dans vos choix de carrière. Donc, comme vous avez pu le constater, il y a une diversité de mécanismes qui vous permettent de bouger, d'apprendre et de progresser selon vos intérêts et vos objectifs personnels. Et en résumé, en comprenant bien le système, en faisant des choix qui sont intentionnels et alignés avec vos valeurs, vous pouvez devenir vous-même l'acteur ou l'actrice de votre cheminement professionnel. Alors, j'en profite pour m'arrêter ici. Vous proposer d'aller à l'option des questions et réponses. Si vous avez une réaction, une question que vous voulez poser suite au conseil que je viens de partager. Et ça nous fera plaisir d'échanger à ce moment-là à la période de questions-réponses. Et pour vous connecter, vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Je passe maintenant la parole à ma copanéliste Nathalie qui abordera plus en détail les options qui se présentent à vous. Merci. Merci, Karine. Vraiment intéressant. Donc, oui, moi, je poursuis. Je pense que ça fait une belle suite lorsque Karine dit, OK, donc là, maintenant, pour prendre votre carrière en main, donc, quelles sont mes options? Donc là, comme vous allez voir sur la diapo, on parle souvent des options au niveau du statut d'emploi. Donc, on voit, tu sais, le contrat de durée indéterminée, déterminé, etc. Donc, tout ça, c'est utile à savoir, mais il faut vraiment comprendre que dans un angle de gestion de carrière, c'est pas tout à fait ici que commence votre gestion de carrière. Donc, ça commence un petit peu avant.
Donc, comme Karine l'a mentionné, c'est vraiment important de comprendre le système dans lequel vous naviguez. Donc, vous n'avez pas besoin d'être un expert, vous n'êtes pas un gestionnaire, vous n'êtes pas nécessairement un conseiller en dotation, mais c'est quand même important d'avoir une bonne base parce que c'est ça qui va vous donner de l'autonomie, qui vous permettre de faire des meilleurs choix. Donc, connaître les règles administratives, c'est pas nécessairement ça qui fait avancer votre carrière, mais justement, c'est quand même vraiment critique de comprendre pour savoir justement c'est quoi les options qui s'offrent à vous. Donc, le point de départ que j'aimerais parler avec vous au niveau de, avant même là, de se tourner vers tous ces côtés-là, le point de départ, c'est vous. Donc, au niveau de votre gestion de carrière, avant de regarder le statut et tout ça, vous devez vous demander qu'est-ce que je veux vraiment? Dans quel environnement est-ce que je m'épanouis habituellement? Quelles sont mes forces, mes valeurs, mes intérêts, mes besoins? C'est sûr que ça ne se limite pas juste à ces petites questions-là, mais ce travail interne-là que vous allez faire, c'est ce qui va vraiment donner un coup de départ à votre prochaine occasion ou donner une idée de quelles pourraient être mes options. Parce que la meilleure option, ce n'est pas nécessairement un groupe professionnel ou un niveau, mais la meilleure option pour vous, c'est elle qui s'aligne le mieux avec qui vous êtes et qui vous voulez être et que ça prend aussi en considération votre situation personnelle. C'est ça la meilleure option. Mais il faut que vous faites le travail. C'est vous qui êtes en charge de votre carrière. C'est vous qui êtes le responsable, dans le fond, de votre épanouissement. Donc, apprendre à mieux se connaître, on va partir de là, puis ensuite, on peut aller voir les options. Donc, quand on voit le statut de votre poste, bien, ça fait une différence aussi de savoir, moi, si je suis dans un poste à durée indéterminée, qui veut dire qu'il n'a pas nécessairement de date de fin d'emploi, ben, ça reste à vous, ça reste une option quand même, des fois, d'accepter un poste à durée déterminée, mais ça veut dire qu'il y a une fin d'emploi. Donc, il faut vraiment comprendre la nature puis la différence au niveau de ces différents contrats-là. On parle aussi du statut prioritaire lié à un réaménagement des effectifs. J'en parle dans un instant. Et connaître aussi votre groupe et niveau, mais pour comprendre aussi quel autre groupe et niveau, où est-ce que je peux justement faire des mutations, où est-ce que je vais être en détachement ou en affectation. Donc, c'est important de connaître, OK, comment je fais pour bouger dans les groupes professionnels et aussi voir ce que vous cherchez, si ça correspond à la possibilité qui vous est offerte aussi. Donc, il faut vraiment apprendre à mieux se connaître, puis trouver votre prochaine occasion d'emploi, mais ça commence par justement identifier vos objectifs de carrière et vos aspirations. Donc, posez-vous la question, à quoi vous aspirez? Quels sont vos objectifs? Il faut aussi explorer. Donc, n'ayez pas peur de regarder qu'est-ce qui est disponible dans la fonction publique, explorer les secteurs, les rôles qui vous attirent. Karine a parlé de mentors, c'est vraiment important. Allez voir les mentors, parler avec eux pour savoir est-ce que ça m'interpelle le travail que tu fais. Puis quand on parle de mentor aussi, n'oubliez pas, c'est pas seulement un mentor, vous pouvez avoir plusieurs mentors. Donc, profitez des gens qui sont autour de vous pour poser les questions, pour arriver à identifier vos objectifs et vos aspirations. Comprendre aussi ce qui vous motive. Donc, au niveau, est-ce que c'est la stabilité, l'apprentissage, l'impact, la mobilité, la progression? Donc, qu'est-ce qui me motive? Ça aussi, ça va vous aider à faire ce choix de carrière-là de la prochaine étape. Et comprendre aussi ce que vous êtes prêt ou pas à faire à ce point-ci. Donc, super important aussi de voir une balance avec votre vie personnelle. Donc, on dit souvent là, l'équilibre vie-travail, ben, c'est très présent aussi dans les choix de carrière qu'on doit faire. Donc, une fois qu'on a identifié, OK, je me connais mieux, je sais un petit peu mieux où est-ce que je veux m'en aller, c'est là vraiment que toutes les questions administratives qu'on est en train d'aborder aujourd'hui vont venir peaufiner ce plan-là. Donc, genre, quel statut, quel programme est disponible pour m'aider à atteindre les objectifs. Donc, les éléments qu'on a vus aujourd'hui, ce n'est pas ça vos objectifs. Ce qu'on vous montre tout de suite, c'est des outils qui vous aident à avancer. C'est des outils qui vous aident à aller vers vos objectifs. Donc là, si on peut aller à la prochaine diapo. Donc, on parle justement de connaître les options, mais consacrer du temps au processus qui correspond à ce que vous cherchez. Mais si vous ne savez pas ce que vous cherchez,
eh bien, il y a une panoplie d'options à la fonction publique. Donc, vraiment pour essayer de limiter cette zone de recherche-là, si vous êtes en mesure d'identifier certaines aspirations, certains secteurs d'emploi, ça va être beaucoup plus facile. C'est un peu comme magasiner une auto, dans le fond. Si vous ne connaissez pas vos besoins, il y a tellement d'options sur le marché que c'est difficile de magasiner une auto. Même chose pour votre carrière. Si vous ne savez pas qu'est-ce que vous cherchez, il y a tellement de possibilités que vous allez vous perdre là-dedans. Donc, il faut aussi réfléchir à vos droits au niveau du réaménagement des effectifs. On ne rentre pas en détail, mais juste pour vous dire que ce contexte-là, actuellement, c'est vraiment un moment qui pousse à réfléchir. Donc, que vous soyez un employé qui est touché ou non, que vous soyez un étudiant, un employé déterminé ou occasionnel, il y a aussi des personnes qui sont en réflexion présentement de retraite ou de transition de carrière. Ils voient ceci comme une opportunité. Il y a des employés en mi-carrière. Vous pouvez être nouveau à la fonction publique aussi, puis c'est un petit peu, il y a beaucoup d'informations, que vous soyez gestionnaire. Donc, ce qui va se passer au niveau des prochaines options maintenant, bien, il y a certains qui vont vouloir justement maintenir leur emploi. Il y en a d'autres qui vont vouloir préparer une transition, continuer à se développer, préparer un départ à la retraite ou justement se positionner pour progresser. Donc, les options, c'est très varié. Donc, certains ministères vont continuer d'embaucher. Donc, il faut les connaître, ces ministères-là. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur secteur d'activité? Le système aussi de priorité peut influencer l'accès à certaines occasions d'emploi. Donc, il faut peut-être comprendre aussi ce côté administratif-là au niveau de l'administration des priorités, qui est quand même une partie importante de la loi sur l'emploi. Euh, il faut aussi justement comprendre que c'est tellement unique ce qui va se passer, chacun a sa propre situation, et justement que la mobilité ou les prochaines options varient beaucoup d'une personne à l'autre. Donc, moi, je dis toujours en carrière, évitez de vous comparer parce que vous avez toutes des situations de vie, des contextes différents, des contextes professionnels différents aussi. Donc, ce qui est plus efficace, au lieu de vous comparer, c'est de vous préparer d'avoir des bonnes conversations de carrière avec vos gestionnaires. Et si vous êtes des gestionnaires qui sont ici présentement, bien, préparez-vous à avoir des bonnes conversations avec vos employés. Donc, plus que jamais, les conversations de carrière sont essentielles, spécialement dans un contexte dans lequel on est. Donc, il faut vraiment, il ne faut pas assumer, si vous êtes un gestionnaire, que vous connaissez les aspirations de vos employés. Et si vous êtes un employé, bien, moi, je vous demande aujourd'hui de peut-être être un petit peu ouvert d'esprit parce que ça se peut que les aspirations, les objectifs que vous visiez, peut-être qu'ils, temporairement, ils ne seront pas disponibles. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire en attendant? Puis, comment est-ce que je peux communiquer mes intentions à mon gestionnaire pour vraiment rendre mes intentions claires? Donc, plus que vos intentions sont claires, plus que ça va être facile d'identifier vos prochaines options et de les chercher, premièrement. Donc, vraiment, préparez-vous avec des bonnes conversations de carrière, puis ça va vous aider au niveau de vos options. Préparez des bonnes questions. Ensuite, ben, j'aimerais aussi aborder si justement les options que vous espériez ne sont pas là. Donc, qu'est-ce qui se passe si les options qui se présentent à moi, ce n'est pas celles que je veux nécessairement? Ce n'est pas ce à quoi j'aspire. Donc, c'est possible, surtout tout de suite en période de transformation, mais dites-vous que ce n'est pas la fin. OK? Donc, la prochaine option pourrait seulement être un tremplin temporaire, une étape qui va être stratégique, une occasion d'accumuler de l'expérience, de renforcer votre résilience, de vous rapprocher un peu de ce que vous voulez réellement, de connaître autre chose aussi. Donc, l'exploration peut faire partie de votre prochaine étape. Le plus important, c'est de savoir où vous allez, puis d'utiliser chaque étape, même si ce n'est pas parfait, pour avancer. Donc, je dirais que c'est des fois une occasion pour découvrir des choses qu'on n'avait même jamais pensé à faire. Donc, de rester ouvert d'esprit pourrait justement rendre vos prochaines options peut-être excitantes, même si ce n'est pas celle que vous vous attendiez. Donc, en fin de compte, n'oubliez pas que vos options ne sont pas définies par le système, mais c'est vous qui définissez vos options. Le système qui est en place, ça vous donne des mécanismes pour accéder à vos objectifs. Vos aspirations donnent la direction
dans quelle direction est-ce que je dois me diriger et les choix quotidiens que vous allez faire vont vraiment constituer votre trajectoire dans tout ce monde, cet univers de carrière-là. Donc, je m'arrête ici parce que je sais qu'on a une période de questions de planifier. J'en aurais tellement plus à vous dire, mais je reste disponible pour vous répondre à vos questions. Sentez-vous à l'aise. Donc, moi, comme je dis, je parle d'un angle développement de carrière, mais on peut, Karine et moi, le jongler à travers vos questions. Donc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup, Nathalie, et également merci beaucoup, Karine. Donc, on va passer à la section de questions et réponses. Donc, pour cette section-ci, en bas sur votre écran, vous avez la section questions et réponses, donc Q&A. Et lorsque vous allez dans cette section-là, vous pouvez par la suite, mettre vos questions et deux, vous pouvez également voter pour les questions. Donc, ce que je vais faire pour les questions, je vais aller en ordre des questions qui ont le plus de votes et le plus d'intérêt. Il y a plusieurs questions qui ont trait, bien entendu, à la situation actuelle avec la période de réduction des effectifs à travers le gouvernement. Donc, une des questions, c'est, je viens d'arriver au gouvernement du Canada et j'essaie de définir mes prochaines étapes. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution pendant cette période de réduction des effectifs? Donc, je vais laisser nos experts répondre à cette question et du même coup, je vais également mentionner, peut-être si vous avez de l'expérience de vivre une situation similaire de réaménagement des effectifs, peut-être partager comment vous l'avez surmonté. Donc, encore une fois, la question est, est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution pendant cette période de réduction des effectifs? Donc, Nathalie et ou Karine, si vous voulez répondre. Je peux me lancer, Karine, puis tu complètes si jamais tu as quelque chose à ajouter. Euh, Tout dépend comment vous définissez évolution. Donc, souvent, il faut faire attention, on tombe dans le piège de dire que du développement de carrière, c'est de gravir des échelons. Le développement de carrière, ce n'est pas tout à fait ça. Le développement de carrière, c'est assurer que vous sentez que vous êtes satisfait dans ce que vous faites et que vous pouvez contribuer. Donc, si on parle d'évolution, absolument, il y a de la place pour de l'évolution dans ce contexte-là. Il va avoir, ça se peut qu'il va avoir, exemple, des micro-missions comme Karine l'a mentionné. Donc, au lieu de changer d'emploi, peut-être que vous pouvez donner un coup de main à une autre équipe. Mais n'oubliez pas que quand vous faites ça, même si vous ne changez pas d'emploi, vous développez, donc vous évoluez quand même au niveau des expériences. Puis, peut-être juste une note personnelle, je peux partager aussi durant l'exercice de réduction des effectifs de 2012, moi, mon poste avait été touché et ça m'a permis justement d'aller élargir mes connaissances puis mes expériences en ressources humaines. Donc, moi, j'étais en gestion de carrière et j'ai pu transférer dans d'autres disciplines au niveau des ressources humaines. J'ai appris énormément, j'ai grandi comme personne, toujours au même groupe et niveau. Donc, je n'ai pas changé, je n'avais pas monté de niveau, mais ça m'a permis d'évoluer comme professionnel des ressources humaines pour élargir mes expériences. Donc, comme je dis, il faut vraiment voir comment est-ce que vous définissez l'évolution, mais ça n'a pas nécessairement besoin là, de gravir des échelons ou d'aller justement dans d'autres secteurs. Ça peut être au sein même de votre équipe. Donc, posez les questions, encore une fois, très clé là, d'avoir des conversations de carrière avec votre gestionnaire s'il y a certaines expériences ou connaissances que vous cherchez à aller à acquérir. Peut-être que c'est possible sans même changer là, d'endroit. Mais en termes de position formelle, oui, il va encore avoir des opportunités. Ça pourrait être au ralenti, par contre. Il va y avoir le système de priorité qui va être très actif durant cette période. Donc, c'est votre responsabilité de garder un œil sur les sites d'emploi, surtout si c'est affiché à l'externe. Donc, vraiment, aller regarder. Tentez votre chance, puis vraiment de gagner de l'expérience dans des processus de sélection, c'est aussi important là, dans le cheminement de carrière. Donc, même si ça vous donne cette expérience-là, c'est jamais perdu. Entièrement d'accord avec toi, Nathalie. Ça m'a fait penser aussi, j'ai deux exemples de moments dans ma carrière où est-ce que je me disais, ah, j'ai pas touché à ça dans mon poste actuel, puis je pense vraiment que c'est nécessaire pour un poste à un niveau supérieur ou même pour changer. Je me rappelle, moi, je suis dans le domaine des ressources humaines, puis en dotation, avoir les ressources humaines comme client, c'est toujours un défi intéressant. C'était la seule
chose qui me manquait à un moment donné dans cette organisation-là, c'est d'avoir l'expérience de servir sa propre famille, d'offrir ces services de dotation-là. Donc, je me rappelle, je m'étais vraiment fait un plan en me disant qu'est-ce qui me manque dans mon poste actuel, puis c'est ce que j'avais identifié. Même chose quand j'étais dans mes débuts comme gestionnaire. J'avais jamais fait d'approvisionnement et de contrat de service de professionnels. Et c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire aussi pour progresser dans des postes de leadership. Donc, c'était pas nécessairement des activités ou des compétences qui s'alignaient avec mes intérêts. Mais au travail, on fait pas toujours ce qu'on aime à tous les jours. C'est normal aussi. Donc, même si ça m'attirait pas ou ça me passionnait pas, c'est vraiment quelque chose qui manquait, des cordes à mon arc qui me manquait. Et puis, ça prend du temps aussi pour perfectionner ces compétences-là. Donc, encore une fois, c'est pas vers le haut, c'est latéral. Se porter volontaire pour des dossiers qui sont plus complexes, joindre des comités, prendre un rôle plus actif dans des projets extracurriculaires, ça bâtit l'expérience, la crédibilité. Puis quand les choses se seront un peu renversées à la fonction publique fédérale, euh, le contexte sera différent. Vous serez probablement plus prêt à être considéré pour des opportunités. Donc, on a quand même une belle occasion devant nous de développer nos compétences en tant que fonctionnaire aussi pour les employés qui sont touchés et non touchés. C'est ce que je souhaitais ajouter, Simon. Merci beaucoup, Karine et Nathalie. Euh, je regarde les questions. Je suis peut-être en mesure de jumeler les deux prochaines questions. La première question, c'est est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution pendant cette période de réduction des effectifs? Donc, quelles sont les options possibles, hormis réseauter et garder les motivations? Mais j'ai également à travers ça également une question qui demande si vous avez des suggestions ou des exemples de micro-missions ou de postes de niveau d'entrée pour bâtir la crédibilité. Donc, encore une fois, est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution durant cette période de réduction des effectifs? Et sinon, est-ce que vous avez des exemples de postes ou de mesures à prendre afin de bâtir la crédibilité et le réseautage? L'évolution, je pense que c'est celle qu'on vient de répondre, n'est-ce pas, Nathalie? Ça se peut-tu? Oui, c'est ça, oui. Oh, excusez, le mot évolution était mentionné dans la prochaine, dans la OK. prochaine question également, donc c'est pour ça que j'essaie de la jumeler, mais on peut peut-être mettre l'emphase dans ce cas-là sur des exemples de postes. Bien entendu, ça va être très différent à travers le service public, mais des exemples de façon afin de bâtir la crédibilité et le réseautage. Ben, je pense, sans répéter nécessairement au niveau de l'évolution, mais tu sais, si on parle de ton exemple, Karine, donc au lieu de dire, y a-t-il des exemples de, il y a mille et un exemples. Donc, le meilleur exemple, ça va vraiment être de partir de vous. Qu'est-ce que vous évaluez qui vous manque? Puis ça va être le meilleur exemple que vous pourrez trouver. Donc, c'est ce que Karine a fait. Karine s'est préparée en disant, moi, mes aspirations, je veux aller dans des postes de leadership. Voici ce que j'ai besoin. Voici ce qui me manque. Donc, à ce moment-là, ça, c'est les exemples que vous devez apporter avec votre gestion pour avoir des conversations de carrière, pour dire, voici ce qui me manque. Dans le contexte actuel, sachant que ça va être difficile un peu de bouger autour pour aller chercher des, 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 des occasions d'affectation, de détachement pour gagner ces expériences-là, y a-t-il quelque chose que je peux faire présentement dans l'équipe qui va m'aider à gagner ces expériences-là? Est-ce que je peux t'aider avec quelque chose? Est-ce que je peux participer d'un comité? Est-ce que tu peux m'assigner à un projet? Donc, ça, c'est tous des exemples de comment avoir peut-être la conversation. Puis, tout ça, ça m'apporte beaucoup à parler du réseautage. Donc, vraiment, oui, vous pouvez partir avec votre gestionnaire, sauf que, tu sais, c'est pas tout le monde, soit qui sont à l'aise avec la personne gestionnaire qui est dans leur équipe. N'oubliez pas de vous tourner
peut-être votre réseau. C'est qui vos autres alliés de carrière qui sont autour de vous? Ça peut être une ancienne personne gestionnaire, ça peut être un collègue qui est devenu gestionnaire ou tout simplement un collègue dans une autre équipe, dans un autre ministère. Donc, de participer à des réseaux, à des rencontres de communauté. Donc, vraiment aller miser au niveau du réseautage, c'est ça qui va vous aider aussi dans votre évolution. N'oubliez pas, le plus que vous en connaissez de ce qui existe autour, le plus que c'est facile d'identifier un peu qu'est-ce qui vous manque. Donc, de s'éduquer, d'en profiter pour s'éduquer, de lire aussi sur, moi j'ai tout le temps emploi.gc.ca, c'est votre base de données pour savoir quelle expérience j'ai besoin, quelles compétences. Donc, de ne pas avoir peur d'utiliser la section archives pour faire des recherches et aller voir qu'est-ce que j'ai besoin. Mais je pense que la plus belle exemple, c'est Karine qui vous l'a montré, là, de vraiment se questionner puis de voir qu'est-ce qui manque. Parce que c'est comme ça qu'on trouve des exemples, là. Je veux dire, des exemples de postes, des exemples de quoi aller chercher. Il y a comme plusieurs réponses à ceci. Donc, partez de vous. Qu'est-ce qui vous manque à vous? Donc, j'espère que ça répond, là, mais Karine, tu peux ajouter si tu as des petites idées. Oui, je pense aux compétences transférables parce qu'on a parlé d'aller justement chercher des activités qui vont combler nos angles morts. Mais si je peux donner un exemple qui pourrait servir à la plupart de nos participants ici aujourd'hui, c'est de s'investir dans son groupe professionnel. Il y a peut-être un réseau au sein de votre ministère auquel vous pouvez contribuer. Faire des présentations devant des grands groupes, ce sont des compétences transférables qui sont recherchées beaucoup. De collaborer aussi dans des équipes de projet. Donc, quand on se porte volontaire pour faire travailler sur un projet, ça vient vraiment développer nos compétences de collaboration avec les autres. Puis ça, c'est l'apprentissage d'une vie aussi, collaborer. Donc, c'est pas quelque chose qui, tu sais, on l'a fait une fois puis c'est terminé. Il y a beaucoup d'autres compétences transférables aussi. La perspective stratégique, conceptuelle. Donc, il y a non seulement des groupes professionnels, mais il y a peut-être aussi des réseaux de la diversité. Le réseau des jeunes professionnels, c'est un exemple, mais vous en avez peut-être au sein de votre propre organisation, des réseaux de leaders émergents ou des non similaires, d'autres groupes d'affinités. Donc, il faut vraiment pas négliger le travail, la valeur du travail qu'on fait quand on se joint à ces communautés-là, surtout si on met vraiment du cœur puis on veut le faire pour les bonnes raisons. Comme je le mentionnais tantôt, une expérience au sein d'un groupe de travail, d'un comité, c'est très, très valable sur un CV. Donc, pensez pas que ça contribue pas à montrer vos qualifications. Oui, ça réussit, ça contribue à les montrer. Donc, je pense que il y a eu d'autres questions aussi dans le forum qui demandaient comment est-ce que je peux accéder à d'autres opportunités. C'est vraiment là la clé, surtout dans un contexte en ce moment comme ici, où est-ce qu'il va falloir s'armer de patience. Puis ça, il n'y a pas d'autre façon de le dire. C'est pas vraiment le moment en ce moment de chercher à monter dans notre groupe professionnel. C'est vraiment, je pense, le temps de se perfectionner, de patienter un petit peu. Euh, Parce que le pendule va revenir là aussi. Faut être prêt à ce moment-là. Mais si vous demandez à votre gestionnaire, est-ce qu'il y a un projet que tu penses que je pourrais contribuer? La plupart du temps, il y en a un. Il faut juste faire attention. Si on n'a vraiment pas le goût de le faire, tu sais, ça devient un petit peu. euh, Ça m'est déjà arrivé, je m'étais dit, ah, j'aimerais ça faire des choses nouvelles, puis là, on me les a proposées, puis je m'étais dit, ah ouais, ça me tente pas de faire ça. Fait qu'il faut juste être prêt aussi à cette éventualité-là. C'est bien apprécié. Merci, Karine et Nathalie. Et ouais, je crois qu'on a tous peut-être des petits exemples de ça dans notre cheminement. Pour la prochaine question, en fait, ça va du côté de l'intelligence artificielle. Bien entendu, l'intelligence artificielle est de plus en plus un sujet de discussion et de plus en plus impliqué sur la façon dont les entreprises fonctionnent. Donc, j'ai une question du côté un petit peu de l'équité et de la transparence. Donc, est-ce que c'est possible que que l'intelligence artificielle respecte les exigences d'équité et de transparence du côté, par exemple, de la sélection de positions pour le gouvernement?
Donc, vous travaillez du côté des ressources humaines. Est-ce que vous avez la chance un petit peu de parler des inquiétudes pour l'intelligence artificielle du côté des décisions, mais également peut-être des opportunités? Je vous donne la parole. Oui, le sujet de l'heure, l'intelligence Mhm. artificielle. Bien évidemment, c'est un outil qui va être à la disposition de beaucoup de gens de plus en plus à tous les jours. C'est sûr que ça va être utilisé de plus en plus dans la sélection de personnel, mais les employés aussi l'utilisent. Moi-même, je l'utilise. Je pense que qu'est-ce qui est un risque en ce moment, c'est pas remettre en question ce que l'intelligence artificielle nous donne. Puis ça, c'est un risque aussi, non seulement dans la sélection de personnel, mais dans le travail qu'on rend à nos gestionnaires. Si on remet pas en question ce que l'intelligence artificielle nous donne, ça démontre pas nos compétences. Ça demande, ça démontre qu'on est allé chercher de l'information, mais la pensée critique, c'est une compétence qui est essentielle à la plupart des postes aussi. Et puis, si on ne travaille pas, on ne s'aide pas non plus. Donc, je réponds un petit peu à l'envers parce que je pense que c'est vraiment, c'est pas un chemin à sens unique, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je le vois moi-même. Tu sais, quand on envoie une question dans le logiciel, puis qu'on reprend verbatim ce que ça nous a donné, on n'a pas montré notre valeur ajoutée, puis ça finit par transparaître dans la qualité de notre travail aussi. L'intelligence artificielle, il y a beaucoup de règles qui encadrent l'utilisation. C'est encore beaucoup, je pense, en phase exploration à l'heure actuelle. Puis il y aura toujours une intervention humaine parce qu'à la fonction publique, les gestionnaires qui signent des offres d'emploi exercent leur pouvoir délégué. C'est rarement pris à la légère. Il y a beaucoup de mécanismes de revue aussi. Donc, quand je parlais des règles qui encadrent la fonction publique, il y en a vraiment une panoplie aussi qui encadre l'évaluation, la sélection des employés. Et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'évaluation à l'heure actuelle, dans la façon que nos processus de sélection sont faits à la fonction publique, il n'y a qu'une très faible partie qui peut être utilisée dans les évaluations. Le reste, c'est beaucoup, beaucoup une intervention humaine. Mais c'est encore dans le fond, je pense, à cause qu'on est encore à nos débuts, c'est encore une phase d'exploration. Puis c'est à l'avantage aussi des candidats, on le sait, ça prend un temps énorme aussi de passer à travers un processus de sélection du début à la fin. Fait que c'est aussi à l'avantage des candidats que les gestionnaires puissent se doter de moyens d'accélérer certaines phases. Donc, je pense que, il y a des risques associés, il y a de l'expérimentation, mais que c'est ultimement, ça va être à l'avantage de tous, pas seulement les gestionnaires, mais aussi les candidats, prenant en compte que oui, il y a des angles morts, il y a des biais dans les systèmes. Euh, c'est ma position là-dessus, Nathalie. Oui, moi je vais dire vraiment là, on est au tout début de l'intelligence artificielle. Donc, attendez-vous que ce secteur-là, surtout au niveau de l'embauche là, puis de l'emploi à la fonction publique, ça va évoluer au fur et à mesure qu'on apprend sur ces pratiques-là. Il commence à avoir certaines politiques dans certaines organisations que si on soupçonne l'utilisation de l'intelligence artificielle, votre candidature pourrait ne pas être retenue. Donc, de bien vous informer sur l'utilisation de ces systèmes-là lorsque vous faites vos applications, lorsque vous faites vos évaluations. Si vous n'êtes pas certain, posez les questions. Ça va prévenir que votre candidature ne soit pas retenue. Donc, habituellement, on commence à avoir des lignes directrices, ça commence à être clair dans les annonces, si vous pouvez l'utiliser ou non. Donc, faites sûr de très, 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 très bien lire les annonces pour vous assurer que vous pouvez le prendre. Euh, N'oubliez pas que, justement, comme Karine vient de dire, c'est encore des systèmes extrêmement biaisés. Donc, il faut faire attention. L'information à la fonction publique, c'est très difficile à obtenir même de l'interne. Donc, il ne faut pas oublier que ces systèmes-là, ils prennent leur information de base de données. Mais les informations tout de suite sur comment naviguer dans notre système, ça n'existe pas dans aucune base de données. Donc, l'information que vous allez recevoir, malheureusement, de tous ces systèmes-là, je les ai testés, spécialement en carrière. Il faut
être très vigilant. Ça ne vous donne pas la bonne information. Donc, faites très, très, très attention. Moi, je vous dis, par exemple, à la fin de la journée, c'est vous qui allez devoir faire le pouce, les tâches. Ce sera votre responsabilité. Donc, ça ne donne aucun avantage à personne d'utiliser ces systèmes-là pour accéder à l'emploi, alors que ça peut simplement servir à vous démasquer plus tard. N'oubliez pas les périodes de probation qui sont là, justement. Donc, la période de probation, elle sert à valider si ce qu'on a évalué tout au long du processus avant de vous donner l'emploi, si c'est réellement ce qu'on observe au moment d'être embauché. Donc, ça pourrait mettre à risque une période de probation également. Donc, il faut vraiment faire attention. Restez vous-même. Vous voulez être embauché pour qui vous êtes. Donc, on ne s'attend pas qu'on embauche des machines, on s'attend qu'on embauche des humains, puis c'est ça qu'on veut. Donc, restez vous-même. Vous pouvez les utiliser pour vérifier des tournures de phrases, mais faites sûr que c'est vos idées. Puis j'ai lu des articles dernièrement, justement dans le secteur privé, qui disaient que l'intelligence artificielle est en train de tuer le marché du recrutement parce que les employeurs reçoivent des applications, ça paraît là, quand c'est fait avec l'intelligence artificielle. Fait que quand on lit là, 50 de suite, tu sais qui ne l'a pas utilisé, puis c'est eux qui se démarquent en bout de ligne. Donc, prenez vos mots, faites ça comme que vous pouvez le faire sans nécessairement les utiliser. Sachez comment les utiliser. Informez-vous si vous avez le droit dans le processus que vous êtes dedans. Puis prenez ça comme un outil de plus, mais pas quelque chose pour remplacer qui vous êtes comme personne, parce qu'ultimement, la responsabilité va vous revenir, la responsabilité de votre travail, de vos décisions. Donc, continuez à grandir et évoluer dans votre secteur d'expertise, de pouvoir utiliser votre jugement quand vous utilisez ces outils-là. Je pense que c'est ça qui est mieux que essayer de se glisser dans un poste avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais ça, c'est mon opinion. Mais bon. C'est bien apprécié, Nathalie. Merci beaucoup. Karine et toi-même, vous donnez beaucoup de contexte à ça, donc c'est bien apprécié. Euh, Déjà là, on en est pratiquement à la fin de notre rencontre. Il y a clairement beaucoup d'intérêt, beaucoup de participants et beaucoup de questions, donc c'est un très bon signe. Il y a plusieurs questions auxquelles on ne s'est pas rendu, mais également, à travers les questions auxquelles on s'est rendu, vous avez été en mesure de couvrir beaucoup de sujets, d'options et de réponses, donc c'est très apprécié. J'aurais une dernière question à poser, donc Marie-Pierre, si tu veux la partager, et c'est savoir si cette séance a été un bon usage de votre temps pour les participants. Donc, ne vous inquiétez pas, ces résultats de sondage ne seront pas communiqués, je vous invite juste à répondre à ça. Je vous remercie beaucoup de vous être rejoints à nous. Il va y avoir une prochaine présentation à 14h30, heure de l'Est, sur la mobilité de la carrière décryptée. Et bien entendu, vous allez avoir l'information de contact des personnes qui ont présenté aujourd'hui pour être en mesure de rester en contact, de poser des questions, ainsi de suite. Vous pourrez aussi visiter les kiosques et discuter avec les membres des comités du gouvernement du Canada tout de suite après cette séance. Et également, vous allez pouvoir naviguer dans l'Expo Les Kiosques. Donc, bien entendu, pour faire ainsi de suite, vous allez aller à l'onglet Expo dans le menu et par la suite, vous pourrez déplacer votre avatar pour accéder aux différents kiosques pour des présentations. Donc, à l'intérieur du kiosque, vous verrez une description de la communauté du gouvernement du Canada et un logo. Vous verrez également un espace de réunion. C'est là qu'il y a la réunion Zoom organisée par un représentant de cette communauté. Donc, le lien vers toutes les séances ainsi que vers l'événement de réseautage se trouve sur la page principale de Zoom Events. Les ressources seront disponibles sur la page Wiki et l'enregistrement de cet événement aujourd'hui sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, encore une fois, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont jointes à nous aujourd'hui. C'est très apprécié. Un gros merci à Karine, qui a non seulement fait sa présentation, mais qui a également été capable de couvrir des sujets additionnels. Merci beaucoup à Nathalie également pour toute ton expertise et tes présentations. Et du même côté, merci à Marie-Pierre, Gabriel et Joshua qui ont aidé à rendre la présentation possible. Donc, merci beaucoup de votre présentation et je vous souhaite tous une excellente journée. Merci de vous être joints.